Ma sœur a appelé la police à mon domicile, elle est instable et représente un danger pour mes enfants. J'ai simplement regardé l'agent et j'ai dit, s'il vous plaît, entrez. J'ai quelque chose à vous montrer. Ces mensonges se sont évaporés au moment où j'ai appuyé sur « Play ». La migraine avait commencé il y a 1 heure. Une pulsation sourde familière derrière mon œil gauche qui signalait une explosion imminente de douleur. J'avais pris mes médicaments, mais je savais que j'étais en sursis. J'ai regardé le fichier audio sur mon ordinateur, le curseur clignotant de manière moqueuse. Rapport chirurgical stat. Dr Aljaml. Le fichier était nommé « Urgent », une procédure complexe de triple pontage, et le chirurgien, un parleur notoirement rapide, avait dicté plus de 40 minutes de notes post-opératoires que je devais transcrire, relire et retourner dans les 2 heures suivantes. Mon plus gros client, un groupe chirurgical qui payait la moitié de mes factures mensuelles, dépendait de moi pour ce genre de délai. À 42 ans, j'avais construit une carrière précaire en freelance en tant que transcriptionniste médical. Un travail qui exigeait un silence absolu et une concentration intense, le tout depuis le petit bureau à domicile que j'avais tant lutté pour maintenir. Ma concentration a été brisée par le crissement du gravier dans mon allée. Je n'ai même pas eu besoin de lever les yeux. C'était le son de ma vie qui déraillait, le son de ma sœur cadette, Laura. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 10h15 un mardi. J'ai vu sa berline déglinguer à travers les stores, celle pour laquelle j'avais co-signé. Je l'ai vue sortir, ses mouvements pressés et agités. Elle est allée à la porte arrière et j'ai vu les petites têtes de mon neveu et de ma nièce, Liam, 9 ans, et Sophie, 6 ans. Mon cœur a eu sa contraction compliquée habituelle, une vague d'amour pour eux et une crainte chaude et pesante de leur mère. Un scénario familier était sur le point de se jouer. Laura enverrait un texto, « Je suis là », puis entrerait immédiatement sans y être invitée, laissant tomber les sacs à dos des enfants sur mon sol propre. Elle me donnerait une excuse haletante et fausse, « Mon agent vient d'appeler », ou « J'ai une énorme collaboration avec un influenceur, je dois y aller ». Et puis elle serait partie, me laissant jongler avec des enfants trop énergiques et souvent indisciplinés avec un rapport chirurgical urgent qui ne pouvait, en aucun cas, être en retard. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, la migraine était un étau. Aujourd'hui, la date limite était inflexible. Aujourd'hui, j'en avais enfin assez. En entendant ses pas familiers et confiants sur le porche, je ne suis pas allé à la porte. Au lieu de cela, j'ai appuyé sur l'icône de verrouillage de mon téléphone, qui contrôlait ma serrure intelligente. J'ai entendu le bruit sourd du pêne dormant. Un instant plus tard, la sonnette de ma caméra a retenti sur mon téléphone, et le visage de Laura est apparu à l'écran, l'air agacé. Théa, ouvre. Il fait un froid de canard. Je me suis penché vers le haut-parleur de l'interphone sur mon bureau. Ma voix est sortie plus calme que je ne le sentais. Salut, Laura. Je ne peux pas aujourd'hui. Elle s'est figée, ses sourcils parfaitement microbladés se sont haussés. Quoi? De quoi parles-tu? Ouvre la porte. Je ne peux pas, ai-je répété, ma voix ferme, bien que mon estomac se noue. J'ai une échéance de travail critique, celle dont je t'ai parlé hier soir. Je ne peux pas garder les enfants. Tu dois partir. Pendant une seconde, elle a juste regardé la caméra, son expression vide d'incrédulité. Le sentiment de droit était si complet que le concept de « non » ne lui venait tout simplement pas à l'esprit. Puis, son visage s'est tordu. C'était comme regarder un masque se fissurer et tomber. « Tu te moques de moi » a-t-elle crié, sa voix haute et aiguë. Elle s'est avancée et a frappé du poing sur la porte. « Théa, ne sois pas comme ça. Je n'ai pas le temps pour tes humeurs. Ouvre cette porte tout de suite. Je n'ai pas d'humeur, Laura. Je travaille. J'ai une échéance qui paie mon hypothèque. Tu ne peux pas simplement les déposer ici. Je te l'ai dit. C'est une urgence, a-t-elle crié. Liam et Sophie étaient maintenant sortis de la voiture, debout sur le trottoir, l'air petit et confus. Mon cœur s'est serré pour eux. Quelle est l'urgence, Laura, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Elle a balbutié. Ma réunion. C'est avec une grande marque. Ça pourrait être ma grande chance, Théa, et tu essaies de la gâcher. Tu es si égoïste. Tu restes juste là toute la journée à ne rien faire. Je ne fais pas rien. Je travaille, ai-je dit, ma patience s'épuisant. Et tu le sais. Tu fais ça à chaque fois.
Tu dois trouver quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre, a-t-elle gémi. Et cette fois, elle a donné une gifle à pleine force sur ma porte d'entrée. Le bois a tremblé. Tu es leur tante. C'est ton travail. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es sans cœur. Tu vas me faire perdre ce travail. Sophie a commencé à pleurer. Je me sentais comme la plus basse forme de vie sur Terre, mais j'ai tenu bon. Si je cédais maintenant, je céderais pour toujours. Rentre chez toi, Laura, ou trouve une autre garde. Je n'ouvre pas la porte. Son visage est devenu pâle d'une rage terrifiante à voir. Elle a pointé un doigt tremblant vers la caméra. Tu regretteras ça, a-t-elle chuchoté, sa voix venimeuse. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. Elle a attrapé un Liam stupéfait par le poignet, a saisi une Sophie en pleurs, et est retournée en trombe à sa voiture. Elle les a jetés sur la banquette arrière, sans même les attacher, ai-je noté avec une nouvelle vague de colère, a claqué sa portière et a quitté mon allée en trombe, projetant du gravier sur ma pelouse. Je suis resté dans ma maison silencieuse, mon cœur martelant contre mes côtes. La migraine n'était plus une pulsation. C'était une explosion de douleur blanche et brûlante. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. Je suis resté figé dans mon bureau pendant 5 bonnes minutes après que sa voiture ait disparu. Mes mains tremblaient si fort que je ne pouvais pas saisir ma souris. Le silence de la maison semblait anormalement fort, amplifié par l'écho fantôme des cris de Laura dans mes oreilles. L'adrénaline de la confrontation avait momentanément éclipsé la douleur de ma migraine. Mais maintenant, tout revenait en force, un cocktail toxique de culpabilité, de rage et d'agonie physique. Ma première impulsion a été de courir après elle, de l'appeler et de m'excuser, de dire « ramène-les ». C'est bon. Je vais gérer. C'était le rôle que j'avais toujours joué. J'étais Théa, la fiable, la sœur aînée ennuyeuse, stable et rigide qui existait pour nettoyer les dégâts faits par Laura, la fougueuse. Toute ma famille, en particulier nos parents, Margaret et Robert, avaient renforcé cette dynamique pendant plus de 30 ans. Laura avait la passion. J'avais les responsabilités. Laura avait des rêves. J'avais un travail. Mais alors que je m'enfonçais dans mon fauteuil de bureau, l'injustice pure et aveuglante de tout cela a durci ma résolution. Je me suis souvenu avec une clarté cristalline de ce qui s'était passé il y a à peine 3 semaines. Laura avait fait le même coup, déposant les enfants avec un désinvolte, juste pour 1 heure, Théa, je te le promets, alors que j'étais au milieu d'un test de transcription chronométré en direct pour une nouvelle clinique de neurologie très bien rémunérée. Cette heure s'était transformée en 6. Liam, par ennui, avait commencé à jouer avec mon modem et ma connexion Internet avait été coupée au milieu du test. J'ai échoué. J'ai perdu le client potentiel, un contrat qui aurait valu des milliers de dollars. Quand j'ai confronté Laura, elle en avait ri. Oh, Théa, ne sois pas si dramatique. Ce n'est que de l'argent. Je te rembourserai. Elle ne m'avait jamais remboursé un centime. Elle me devait encore d'avoir co-signé pour sa voiture, pour les 3 mois de son loyer que j'avais couvert l'année dernière, pour le flot incessant de, juste $50, dont elle avait besoin pour l'essence ou les courses. La culpabilité a commencé à reculer, remplacée par une colère froide et dure. Je n'étais pas seulement en colère pour moi-même, pour mes revenus perdus ou la douleur lancinante dans mon crâne. J'étais en colère pour Liam et Sophie. Quelle sorte de mère utilisait ses enfants comme des béliers émotionnels? Quelle sorte de personne criait et jurait devant eux, puis quittait une allée en trombe sans même les attacher? J'ai regardé le petit moniteur discret sur le coin de mon bureau. Il montrait 4 flux de caméras de mon système de sécurité domestique. Je l'avais fait installer il y a 1 an, non pas pour les cambrioleurs, mais pour Laura. Cela avait semblé extrême à l'époque, paranoïaque même. Mais je l'avais fait après qu'elle ait emprunté mon ordinateur portable de travail cher pendant que j'étais sous la douche, puis l'ait laissé tomber, brisant l'écran. Elle avait menti, bien sûr. Prétendant qu'il avait simplement cessé de fonctionner, et nos parents avaient pris son parti. C'était un vieil ordinateur de toute façon, Théa. Tu ne peux pas blâmer Laura pour un accident. Elle, accident, a été la goutte d'eau. J'avais utilisé mes économies pour acheter un nouveau système haut de gamme et un pack de sécurité avec stockage en nuage. J'avais une caméra sur la porte d'entrée, une sur l'allée, une sur le porche arrière et une dans mon salon. Je me suis dit que c'était pour avoir l'esprit tranquille. Mais je savais au fond de moi que je construisais un arsenal. J'ai tapé quelques touches,
ouvrant le stockage en nuage. C'était là. Caméra de l'allée 10h15. Caméra de la porte d'entrée 10h16. J'ai cliqué sur les fichiers et toute la scène horrible s'est rejouée. L'audio était d'une clarté cristalline. Mon calme est ferme, je ne peux pas aujourd'hui. Son, quoi, incrédule, ses cris croissants. Ses mensonges sur une, grande chance. Son chuchotement venimeux, tu regretteras ça. Et enfin, les images de l'allée la montrant partir en trombe avec les enfants. J'ai téléchargé les 2 fichiers. Je les ai enregistrés sur mon bureau, puis je les ai sauvegardés sur un disque dur externe crypté distinct. J'ai ressenti un étrange calme froid s'installer en moi. La culpabilité avait disparu. Laura, dans sa rage aveuglante, oubliait toujours une chose cruciale. Cette maison a des yeux et des oreilles, et je n'étais plus disposé à être le témoin silencieux de sa destruction. J'étais maintenant la conservatrice de ses conséquences. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai avalé 2 autres analgésiques et je suis retourné au fichier audio du chirurgien. J'avais du travail à faire. Ma relation avec Laura était une étude de cas de 38 ans sur le sacrifice unilatéral. J'étais l'aîné de 4 ans, et dès sa naissance, j'ai été désigné comme sa gardienne. J'étais la vieille âme, la responsable. Laura était l'enfant sauvage, l'esprit libre. Nos parents, Margaret et Robert, se délectaient de cette dynamique. Ils étaient maintenant à la retraite, vivant confortablement dans un condo à 1 heure de route, mais toute leur philosophie parentale avait été un casting paresseux. J'étais félicité pour mes bonnes notes et mon comportement prévisible. Laura était félicitée pour respirer. Quand je me suis mise au travail à l'université, visant une carrière stable qui me donnerait de l'indépendance, Laura a dérivé, changeant de spécialité 5 fois avant d'abandonner pour se trouver. Cette recherche impliquait une série de mauvais emplois, de pires petits amis, et un siphonnage constant et épuisant des finances de nos parents, et par extension, des miennes. C'est moi qui l'ai conduite à l'hôpital quand elle a eu l'appendicite à 2 heures du matin parce que son petit ami de l'époque était trop saoul. C'est moi qui ai rassemblé la caution pour son premier appartement. Et quand elle a annoncé sa grossesse avec Liam, le résultat d'une relation de courte durée avec un homme qui a sagement disparu, c'est moi qui ai organisé sa fête de naissance, acheté son berceau et lui ai tenu la main pendant l'accouchement. J'ai fait de même pour Sophie, dont le père était tout aussi absent. J'aimais ses enfants. Je les adorais. Je gardais leur collation préférée dans mon garde-manger, leurs dessins collés sur mon réfrigérateur. Ils étaient les seuls innocents dans ce drame sans fin et épuisant. Mais mon amour pour eux était devenu une arme que Laura utilisait contre moi. Parce que je travaillais à domicile, elle et mes parents avaient collectivement décidé que mon temps n'avait pas de valeur. Tu es à la maison de toute façon, était le refrain constant. Ce n'est pas comme si tu avais un vrai travail, Théa. Tu ne fais que taper. Ils ignoraient commodément le fait que ma frappe payait mon hypothèque, mes factures, et le plus souvent, les factures de Laura aussi. Laura, maintenant âgée de 38 ans, n'avait pas d'emploi discernable. Elle prétendait être une influenceuse sur les réseaux sociaux, ce qui signifiait en réalité qu'elle avait quelques milliers d'abonnés sur Instagram et passait ses journées à prendre des selfies dans des cafés qu'elle ne pouvait pas se permettre tout en essayant d'obtenir des produits gratuits. Elle présentait sa vie comme une agitation glamour et stressante. Je savais que c'était un mensonge soigneusement construit, financé par le fonds de retraite de nos parents et ma culpabilité. L'antagoniste dans ma vie n'était pas seulement Laura. C'était tout le système que ma famille avait construit. Mes parents étaient les architectes de son dysfonctionnement. Le mois dernier, j'ai essayé de fixer une limite. J'avais appelé à une réunion de famille, une conférence téléphonique en fait, et j'avais essayé d'expliquer calmement que j'avais besoin d'un préavis pour le babysitting. Oh, Théa, ne sois pas si rigide, avait soupiré ma mère Margaret, sa voix dégoulinant de déception. Laura fait de son mieux. C'est si difficile pour une mère célibataire. Je suis une personne célibataire, avais-je rétorqué, la voix tendue. J'ai un travail exigeant. Mes clients ont des urgences. Je ne peux pas tout laisser tomber. C'est la famille, Théa, avait ajouté mon père, Robert, en utilisant son ton de dernier mot. La famille s'entraide. Ta sœur a besoin de toi. Tu as de la chance de ne pas avoir d'enfant. Tu ne sais pas ce qu'est le vrai stress. L'implication était claire. Mon stress, mon travail, ma vie était secondaire par rapport aux caprices de Laura. Mes sacrifices n'étaient pas considérés comme des sacrifices.
Ils étaient considérés comme des obligations. Ma maison n'était pas mon sanctuaire. C'était la garderie gratuite de Laura. Laura elle-même était la plus polie et la plus manipulatrice de toutes. Elle pouvait pleurer sur commande, racontant des histoires de malheur sur des opportunités presque manquées et des coups du sort cruels. Elle parlait de sa marque et de son réseau avec un visage impassible, comme si elle était PDG et non quelqu'un qui avait été expulsé 2 fois en 3 ans. Ces réunions étaient presque toujours des déjeuners avec des amis. Ces urgences étaient des rendez-vous chez le coiffeur. C'était un trou noir de besoin, et j'avais été sa principale source de carburant toute ma vie. Aujourd'hui, j'avais enfin coupé la ligne de carburant. Et alors que j'étais assise à mon bureau, le silence de la maison ressemblait moins à un vide et plus à un bouclier. Je savais que le combat n'était pas terminé. Ce n'était que le premier coup. Mais pour la première fois, je n'attendais pas de voir ce qu'elle ferait ensuite. Je les attendais, eux. La douleur lancinante dans ma tête s'était calmée en une douleur sourde, grâce aux médicaments et à la soudaine concentration aiguë de ma colère. J'avais réussi à terminer la transcription urgente pour le docteur Aljaml, la vérifiant 3 fois pour toute erreur, et l'avais envoyée par email au groupe chirurgical avec 10 minutes d'avance. Le soulagement a été immédiat, mais de courte durée. Ma victoire semblait vide, éclipsée par la certitude que des représailles allaient arriver. Laura n'était pas du genre à accepter la défaite. Elle était du genre à escalader, à brûler la terre. Mon piège intelligent, comme j'en étais venu à le penser, était le système de sécurité. C'était mon seul levier dans une dynamique familiale qui avait été empilée contre moi dès la naissance. J'avais installé le système après l'incident de l'ordinateur portable, payant un supplément pour le plan de stockage Cloud Premium qui sauvegardait chaque fichier pendant 30 jours, quoi qu'il arrive. J'avais choisi des caméras avec une vidéo haute définition et, surtout, un audio haute fidélité. Je voulais un enregistrement. Je ne savais pas exactement à quoi je me préparais. Peut-être juste pour me prouver que je n'étais pas folle, que le gaslighting que je subissais était réel. Maintenant, je savais que le système n'était pas seulement pour ma tranquillité d'esprit. C'était mon témoin. Je suis allé à la cuisine pour me faire une tasse de thé. Mes mains n'étaient toujours pas parfaitement stables. J'étais une victime passive par nature. Mon instinct était d'arrondir les angles, de m'excuser même quand je n'avais pas tort, juste pour faire cesser la tension. Mais quelque chose en moi avait craqué ce matin. C'était la vue du visage de Sophie, sa petite bouche tremblant alors que sa mère criait. C'était la manière désinvolte et dangereuse avec laquelle Laura était partie en trombe sans les attacher. Il ne s'agissait plus seulement de moi et de mon travail. Il s'agissait d'eux. Mon téléphone posé sur le comptoir de la cuisine a vibré. Mon estomac s'est noué. C'était un texto non pas de Laura, mais de ma mère, Margaret. Appelle-moi maintenant. Que as-tu fait à ta sœur? Les majuscules, l'accusation, pas « que s'est-il passé » ou « est-ce que tout va bien » mais « qu'as-tu fait ?» Le verdict était déjà rendu. J'étais coupable. Mon pouce a plané sur le bouton d'appel. Je pouvais parfaitement imaginer la conversation. La voix de ma mère, épaisse de déception et d'inquiétude fabriquée. « Théa, Laura est hystérique. Elle a dit que tu l'avais enfermée dehors dans le froid. Elle a dit que tu lui avais crié dessus devant ses pauvres enfants. Elle est chez nous en ce moment, en larmes. Comment as-tu pu être si cruel? » Et je me défendrai, ma voix devenant plus aiguë à mesure que je devenais plus frustré. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle ment. J'avais une échéance. Et mon père prendrait la ligne. Théa, ta sœur est dans un état fragile. Tu dois t'excuser. Tu dois arranger ça. Tu déchires cette famille. Je serais en infériorité numérique, déjoué et écrasé, comme je l'avais été 1000 fois auparavant. Je terminerai l'appel en me sentant épuisé, vaincu et pleine de doutes. Pas cette fois. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris une décision. Je n'étais plus une victime passive. J'étais une stratège active. Je ne les appellerai pas. Je ne m'engagerai pas. Ils ne cherchaient pas la vérité. Ils cherchaient ma soumission. Au lieu de cela, je suis retourné à mon ordinateur. J'ai ouvert mon email et j'ai composé un nouveau message à mon adresse email personnelle et privée. J'ai joint les 2 fichiers vidéo, sonnet10h16.mp4 et allez10h18.mp4. J'ai appuyé sur envoyer. Maintenant, les fichiers étaient dans 2 systèmes cloud distincts,
plus mon disque dur externe. Ils étaient en sécurité. Mon téléphone a de nouveau vibré, encore et encore. Une série de textos de ma mère, chacun plus frénétique que le précédent. Théa, décroche le téléphone. Ce n'est pas drôle. Laura est anéantie. Ton père est furieux. La punis-tu? C'est ça? Tu es incroyablement puéril. J'ai regardé les messages apparaître et pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de panique, juste une certitude froide et claire. Il suivait un scénario, mais j'avais le vrai. J'avais la vérité enregistrée en haute définition. J'ai retourné mon téléphone, faisant taire l'écran. Je ne participerai pas à mon propre assassinat de caractère. J'attendrai. Le fardeau de la preuve n'était plus sur moi. Il était sur les fichiers vidéo sauvegardés sur mon disque dur. Je me suis fait une autre tasse de thé et j'ai attendu leur prochain mouvement. Je savais que ce ne serait pas juste un appel téléphonique. Le calme dans ma maison a duré exactement 45 minutes. C'était juste assez long pour que je commence à douter de moi, à me demander si j'avais tout imaginé, si j'étais vraiment le monstre froid et égoïste qu'ils pensaient tous que j'étais. La migraine était toujours un tambour sourd et lancinant, et le silence semblait l'amplifier. Puis j'ai entendu une portière de voiture claquer. Pas une seule, mais deux. J'ai regardé mon moniteur de sécurité. Ce n'était pas la berline de Laura. C'était le SUV bleu foncé de mon père. Mon cœur s'est serré. Ils n'avaient pas seulement appelé. Ils avaient conduit 1 heure pour me confronter. Ma sonnette a retenti. Pas un simple ding-dong poli, mais un long et impatient « ding » alors que quelqu'un maintenait le bouton enfoncé. Puis sont venus les coups. Non pas les coups hystériques de Laura, mais le poing lourd et vertueux de mon père, Robert. « Théa, ouvre cette porte. Nous savons que tu es là », a-t-il tonné. Je suis allé à mon bureau, mes jambes comme du plomb, et je me suis assise. J'ai activé l'interphone comme je l'avais fait avec Laura. « Que voulez-vous » Le visage de ma mère est apparu à la caméra, pas les pincées de colère. « Ne que veux-tu pas, Théa ? Ça suffit. Laisse-nous entrer. Nous devons parler de ce que tu as fait à ta sœur. » Je ne lui ai rien fait, ai-je dit, ma voix tremblant malgré ma résolution. Je travaille, je lui ai dit. Je ne pouvais pas garder les enfants. C'est elle qui a fait une crise de nerfs. Elle est désemparée, a crié ma mère, ses mains s'agitant vers sa poitrine dans un geste de pur théâtre. Elle est venue chez nous en larmes, disant que tu lui avais crié dessus, à elle et aux enfants, que tu lui avais dit. Que tu lui avais dit que tu aurais souhaité qu'elle ne les ait jamais eus. Comment as-tu pu? Le mensonge était si audacieux, si ignoble, qu'il m'a coupé le souffle. Je n'ai jamais dit ça. C'est un mensonge absolument dégoûtant, et vous le savez. Nous savons ce que nous avons entendu, Théa. La voix de mon père a coupé, son visage apparaissant maintenant à la caméra. Il avait l'air furieux. Tu es enfermé dans cette maison tout le temps, à regarder cet écran. Tu n'es pas bien. Tu laisses ton travail te transformer en une personne froide et amère. Maintenant, tu vas ouvrir cette porte et tu vas appeler ta sœur et t'excuser pour cette absurdité. Non, ai-je dit, le mot était petit mais il semblait solide. Je ne le ferai pas, que as-tu dit, a rugi mon père. J'ai dit non. Je ne m'excuserai pas pour un mensonge. Et je ne vous laisserai pas entrer juste pour que vous puissiez tous les deux me harceler et prendre son parti. Vous n'avez jamais, pas une seule fois, pris mon parti. Un parti, a crié ma mère. Il ne s'agit pas de parti, Théa. Il s'agit de la famille. Laura a des difficultés et toi. Toi, avec ta belle maison et ta vie tranquille, tu ne trouves même pas dans ton cœur de l'aider pendant quelques heures. Ma belle maison et ma vie tranquille ont été payées par le travail que vous êtes en train d'interrompre, ai-je répliqué, ma colère finissant par exploser. Le travail qu'elle manque constamment de respect. Le travail que vous manquez de respect. Vous ne voulez pas parler. Vous voulez que je me rende et je ne le ferai pas, j'étais sur le point de couper la connexion quand j'ai eu une idée. C'était le moment de la première révélation. En fait, ai-je dit, ma voix soudainement calme et claire. J'ai une vidéo de toute la conversation, du moment où elle est arrivée jusqu'au moment où elle est partie. Ils se sont tous les deux figés, la bouche de ma mère s'est ouverte et s'est refermée. L'expression de colère de mon père affaiblie, remplacée par une lueur de confusion. Quoi, a chuchoté ma mère.
J'ai une caméra de sécurité. Elle enregistre l'audio et la vidéo. J'ai tout enregistré. Ses cris, ses mensonges sur sa réunion, moi lui disant calmement que je devais travailler. Elle partant en trombe sans attacher les enfants. J'ai tout. J'ai laissé les mots flotter dans l'air. Voulez-vous que je vous l'envoie par email, mère, ou préférez-vous simplement continuer à croire aux mensonges? J'avais espéré que ce serait un échec et mat, un moment de « Oh mon Dieu, nous avons été dupés ». Mais j'avais sous-estimé leur attachement au récit. Le visage de mon père s'est de nouveau durci. Une caméra. Tu as enregistré ta propre sœur. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Théa? Quel genre de personne malade et paranoïaque fait ça? C'est un piège. C'est une caméra de sécurité, papa. Elle est sur ma porte d'entrée. Ce n'est pas un secret. Tu essaies de la faire chanter, m'a accusé ma mère, sa voix retrouvant de la force. Tu lui tiens ça au-dessus de la tête. C'est pire. C'est bien pire que ce que nous pensions. Tu es instable. Je les ai regardés, abasourdis. Je leur avais présenté une preuve irréfutable de mon innocence, et ils l'avaient transformée en preuve de ma folie. Ils ne se souciaient pas de la vérité. Ils ne se souciaient que de protéger Laura, de protéger le système brisé et toxique qu'ils avaient construit. Sortez de ma propriété, ai-je dit, ma voix morte. Théa. Sortez de ma propriété ou j'appellerai la police pour intrusion. J'ai coupé l'interphone. J'ai regardé sur le moniteur alors qu'il restait là, stupéfait. Mon père avait l'air de vouloir défoncer la porte, mais ma mère a posé une main sur son bras. Ils se sont disputés un moment, leurs visages tordus. Finalement, ils sont retournés en trombe à leur SUV et sont partis. J'étais assise à mon bureau, tout mon corps vibrant. Ils me croyaient instable. Ils me croyaient la méchante. J'avais montré ma main et ça s'était retourné contre moi. Et je savais avec une certitude terrifiante et pesante ce qui allait arriver. La maison était de nouveau silencieuse, mais cette fois, le silence était menaçant. Ma confrontation avec mes parents avait été un désastre. J'avais joué ma carte maîtresse, la vidéo, et non seulement ils avaient vu mon bluff, mais ils l'avaient transformé en une autre raison de me condamner. En essayant de prouver que j'étais saine d'esprit, je n'avais fait que confirmer leur récit selon lequel j'étais instable. Ma migraine, qui s'était momentanément retirée, est revenue en force. J'avais la nausée. Laura, mes parents, ils formaient un système fermé. Toute preuve qui contredisait leur vision du monde que Laura était une victime et moi une bourreau de travail au cœur froid était rejetée et transformée en une nouvelle attaque. Je n'étais plus seulement égoïste. J'étais paranoïaque, malade et instable. J'ai fait les 100 pas dans mon salon, mon esprit tournant à plein régime. Quelle était leur prochaine étape? Ils ne pouvaient pas me forcer à m'excuser. Ils ne pouvaient pas me forcer à les laisser entrer. Que restait-il? Laura était désespérée. Elle avait été humiliée à ma porte. Elle avait réussi à mettre nos parents dans une frénésie, mais leur siège avait échoué. Elle m'avait dépeinte comme une sœur cruelle et sans cœur, et maintenant, grâce à ma propre admission, une paranoïaque qui enregistrait sa propre famille. Elle était à fond dans ce mensonge. Elle ne pouvait plus reculer. Mon téléphone, que j'avais laissé sur le comptoir de la cuisine, a vibré. C'était un texto d'un numéro inconnu. Ce que tu as fait est malade. Tu l'as enregistré. Maman et papa m'ont tout raconté. Tu as besoin d'aide, Théa. C'était Laura, numéro bloqué ou non. Je connaissais son langage texto. Elle testait le terrain, essayant d'obtenir une réaction pour me ramener dans le combat. J'ai supprimé le message sans répondre. Je suis retourné à mon bureau et je me suis assise. J'ai de nouveau ouvert les fichiers vidéo, en les regardant. Les images de l'allée. Allée 10h18.mp4. J'ai regardé la voiture de Laura s'éloigner en trombe. Liam et Sophie étaient clairement visibles à l'arrière. Ils étaient en sécurité. Ils étaient avec leur mère. Elle était imprudente et irresponsable, mais ils étaient avec elle. C'était un conflit familial. Un conflit familial méchant, laid, attendu depuis longtemps. Mais les nouveaux mots qu'ils avaient utilisés, instable, malade, pas bien, résonnaient dans ma tête. Ce n'étaient pas seulement des insultes. C'étaient des armes. Et j'avais un horrible pressentiment. Je savais comment Laura allait les utiliser. Elle était désespérée de reprendre le contrôle.
Elle avait besoin de me punir, de prouver à nos parents et à elle-même qu'elle était la victime et que j'étais l'agresseur. Comment pouvait-elle le faire maintenant que ses alliés avaient échoué? La réponse m'est venue dans une ruée froide et nauséabonde. Elle allait escalader. Elle allait prendre les mensonges qu'elle avait racontés à nos parents et les rendre officiels. Elle allait faire intervenir une partie extérieure, quelqu'un qui ne pouvait être ignoré. J'ai regardé l'horloge. Il était 11h45, un peu plus d'une heure depuis que j'avais fermé ma porte. Mes pensées ont été interrompues par un son qui m'a glacé le sang. Un coup poli et officiel à ma porte d'entrée. Ce n'étaient pas les coups frénétiques de Laura ou le poing lourd de mon père. C'était un toc-toc-toc mesuré et ferme. J'ai regardé ma caméra de sonnette. Mon cœur s'est arrêté. Sur mon porche se tenait un policier en uniforme bleu foncé. Il a frappé à nouveau. « Madame, c'est la police. Nous sommes ici pour un contrôle de bien-être. Pourriez-vous s'il vous plaît ouvrir la porte ?» C'était ça. C'était son coup. Laura, dans un acte final, désespéré et impardonnable de méchanceté, avait appelé la police. Elle avait transformé notre drame familial privé et laid en un spectacle public, militarisant les personnes même censées nous protéger. Elle construisait son dossier, non pas avec la vérité, mais avec des mensonges si monstrueux qu'elle espérait qu'ils seraient crus. Elle prétendait que j'étais un danger. Je voyais son objectif maintenant. Elle avait besoin de prouver que j'étais instable. Et quelle meilleure façon que de faire venir un policier, gyrophare clignotant dans mon allée, pour enquêter sur un contrôle de bien-être au nom de ma famille inquiète. Elle n'essayait pas seulement de gagner une dispute. Elle essayait de me ruiner. Et elle avait utilisé ses propres enfants comme appât. Ma peur, cependant, a été immédiatement consumée par une rage blanche et clarifiante. Ce n'était pas une confrontation. C'était une guerre, et elle venait de me donner les munitions pour la gagner. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer. J'ai lissé ma chemise, je suis allé à la porte d'entrée et j'ai déverrouillé le pêne dormant. J'ai ouvert. L'officier était grand, avec un visage professionnel hélas. Il semblait avoir la quarantaine. « Madame, êtes-vous Théa » a-t-il demandé, la main près de sa ceinture. « Oui, officier, je suis Théa. Comment puis-je vous aider ?» J'ai gardé ma voix parfaitement égale, polie et calme. « Madame, nous avons reçu un appel, un contrôle de bien-être de la part d'une Laura et d'un Margaret et Robert, votre famille. Ils ont exprimé une vive inquiétude pour votre bien-être. Ils ont dit que vous agissiez de manière erratique, que vous pourriez être un danger pour vous-même. Ils ont également mentionné qu'il y avait des enfants ici et que vous ne répondiez pas à votre téléphone. » Les mensonges s'empilaient si haut, si vite. Un danger pour moi-même, des enfants ici. C'était un mensonge conçu pour le faire venir rapidement à ma porte. « Officier, ai-je dit, je vais parfaitement bien. Je ne suis pas un danger pour moi-même. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'enfants ici. Je suis au milieu de ma journée de travail. » L'officier a regardé par-dessus mon épaule dans mon salon calme et bien rangé. Il semblait très inquiet, « Madame. Ils ont dit que vous les aviez enfermés dehors, que vous criez et que vous étiez instable. Ça ne vous dérangerait pas si j'entrais un instant juste pour vérifier que tout va bien? » Ça ne me dérangerait pas du tout. « S'il vous plaît, entrez, » ai-je dit en m'écartant. Il a fait un pas à l'intérieur, ses yeux balayant la pièce. « Vous vivez seul, madame? » « Oui. Je travaille à domicile en tant que transcriptionniste médical. C'est un travail très exigeant qui demande beaucoup de calme. »« Je vois, » a-t-il dit, bien qu'il ait toujours l'air sceptique. « Votre sœur Laura. Elle a dit qu'elle était ici ce matin avec ses enfants et que vous, eh bien, elle a dit que vous aviez craqué, que vous aviez refusé de la laisser entrer et que vous lui criez dessus. C'était le moment, l'affrontement. Mais ça n'allait pas être le désordre bruyant et dramatique que Laura avait imaginé. Ça allait être calme, posé et systématique. « Officier, » ai-je dit en faisant un geste vers mon bureau. C'est moi qui suis harcelé. Ma sœur, ma mère et mon père sont tous venus ici aujourd'hui en créant du désordre. Ma sœur a déposé une fausse plainte, et j'ai des preuves. Il a haussé un sourcil. Des preuves. S'il vous plaît, entrez dans mon bureau. Il m'a suivi. Je me suis assise à mon bureau et j'ai affiché les images de sécurité sur mon moniteur principal. J'ai un système de sécurité, officier. Il enregistre l'audio et la vidéo.
Voici ma sœur Laura qui arrive à 10h15. J'ai cliqué sur lecture du fichier, sonnette 10h16.mp4. L'officier se tenait derrière moi, regardant en silence. Il a vu le visage de Laura apparaître. Il a entendu ma voix calme et claire. « Salut Laura, je ne peux pas aujourd'hui. » Il a entendu son cri immédiat et croissant. « Tu te moques de moi? Ouvre cette porte tout de suite. » Il a entendu mon explication ferme et patiente sur mon travail. Il a entendu son mensonge sur sa « grande chance ». Il a entendu ses insultes égoïstes et sans cœur. Il a entendu son venimeux « tu le regretteras ». J'ai ensuite cliqué sur le deuxième fichier. Allez 10h18.mp4. Et cet officier, c'est la caméra de l'allée horodatée quelques secondes plus tard. C'est ma sœur qui s'en va en voiture avec ses enfants qui étaient, comme vous pouvez le voir, en sécurité dans sa voiture. Ils n'ont jamais été chez moi. Ils n'ont jamais été sous ma garde, et ils n'ont jamais été en danger, à moins que vous ne comptiez sa conduite imprudente. Le visage de l'officier, qui avait été neutre et sceptique, s'était durci en un masque de pure contrariété. On lui avait menti. Son temps avait été perdu. Et juste au moment où il allait parler, comme par hasard, une portière de voiture a claqué dehors. Puis une autre. J'ai regardé mon moniteur. La berline de Laura, le SUV de mon père. Tous les trois, Laura, Margaret et Robert, se précipitaient sur mon allée, leur visage un masque d'inquiétude vertueuse. Ils avaient clairement suivi la police, chronométrant leur arrivée pour être la famille de sauvetage. Ils ont vu la porte ouverte et ont fait irruption. Officier, Dieu merci, a crié ma mère en se précipitant vers lui. Est-ce qu'elle va bien? On était si inquiets. Vous voyez, a hurlé Laura en pointant un doigt tremblant vers moi. Elle est folle. Elle nous a tous enfermés dehors. Elle est instable. Je vous l'avais dit. L'officier a levé la main. L'effet a été instantané. Tous les trois se sont arrêtés, leur scénario d'entrée dramatique coupé court. Madame, a-t-il dit, sa voix dure, s'adressant directement à Laura. Je viens de visionner les images de sécurité de votre rencontre de ce matin. Le visage de Laura est passé du pâle au blanc fantomatique. Mes parents avaient l'air confus. Des images, a dit mon père. C'est exact, a poursuivi l'officier, les yeux rivés sur Laura. J'ai vu tout l'événement. Je vous ai entendu crier sur votre sœur. Je l'ai entendu vous dire calmement qu'elle travaillait. Je vous ai entendu mentir sur une urgence. Et puis je vous ai vu partir en voiture avec vos enfants. À aucun moment ces enfants n'ont été en danger. À aucun moment votre sœur n'a été instable ou n'a crié. Vous, en revanche, oui. Il a tourné son regard vers mes parents. Et puis vous êtes venu et avez continué le harcèlement. Et puis vous, a-t-il dit en pointant à nouveau Laura, avez déposé une fausse plainte, alléguant une mise en danger d'enfant et une personne en crise de santé mentale, mobilisant des ressources policières. Les expressions triomphantes et inquiètes avaient disparu, remplacées par un choc pur et sans mélange. Ma mère avait l'air sur le point de s'évanouir. Le visage de mon père était rouge brique. Laura a commencé à balbutier. Mais elle m'a enregistré. C'est illégal. Elle est malade. Madame, a dit l'officier, sa voix dangereusement basse. Votre sœur a une caméra de sécurité sur sa propre porte d'entrée. C'est parfaitement légal. Ce qui n'est pas légal, c'est de déposer une fausse plainte. Gaspiller les ressources de la police est une infraction très grave. Cela m'empêche de répondre à de vraies urgences. Il a fait un pas vers eux, et ils ont instinctivement reculé. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Vous allez tous quitter cette propriété immédiatement. Vous ne contacterez plus votre sœur. Si je reçois un autre appel à cette adresse de l'un de vous, je ne serai pas aussi compréhensif. Me comprenez-vous? Ma mère a simplement hoché la tête, les yeux écarquillés. Mon père fixait le sol. Mais Laura, même dans la défaite totale, avait un dernier coup à jouer. Elle m'a regardé, ses yeux remplis d'une haine si pure que c'en était stupéfiant. Toi, tu as fait ça, a-t-elle chuchoté. Tu as déchiré cette famille. Non, Laura, ai-je dit, ma voix claire et forte, résonnant dans le silence soudain. C'est toi. Tu as menti. Et j'ai juste dit la vérité. Sors de ma maison. L'officier est resté jusqu'à ce qu'ils soient tous les trois de retour dans leur voiture.
Il les a regardés s'éloigner, mes parents dans leur SUV, l'air abasourdi et petit, et Laura partant en trombe dans un nuage de gravier, comme elle l'avait fait auparavant. Quand ils sont partis, l'officier s'est tourné vers moi, son expression s'adoucissant. « Madame, je suis vraiment désolé pour ça. C'était beaucoup. » « Merci, officier. J'apprécie que vous ayez si bien géré la situation, » ai-je dit, mes genoux devenant soudainement faibles. « Vous avez le droit de travailler et vous avez le droit à la paix dans votre propre maison, » a-t-il dit. Il m'a tendu une petite carte avec un numéro de dossier. « Pour vos dossiers. S'il vous contacte à nouveau, appelez-nous et faites référence à ce dossier. Nous le prendrons très au sérieux. Ce que votre sœur a fait, ce n'est pas juste une dispute de famille, c'est un crime. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. Il m'a fait un signe de tête poli et est parti. J'ai fermé la porte, et cette fois j'ai verrouillé le pen dormant. Le silence qui a rempli ma maison était profond. Il n'était plus menaçant. C'était un calme vaste, ouvert, magnifique. C'était le son de la paix. C'était le son de la fin. Je suis retourné à mon bureau et je me suis assise. Je me sentais vide, mais pas dans le mauvais sens du terme. J'étais vidé de la crainte, de la culpabilité, de l'anxiété constante de bas niveau qui avait été ma compagne pendant des décennies. J'étais libre. Je savais que la route à venir ne serait pas simple. Ma famille, telle que je la connaissais, était terminée. La structure toxique, codépendante et manipulatrice avait été brisée, et les morceaux étaient éparpillés. Mais je savais avec une certitude absolue que ce qui était brisé ne pouvait pas et ne devait pas être reconstitué. J'ai fait une dernière chose. J'ai ouvert mon email. J'ai composé un nouveau message à mes parents. L'objet était « la vérité ». Dans le corps du message, j'ai simplement écrit « Vous vouliez savoir ce qui s'est passé. Le voici. Vous m'avez accusé d'être instable et cruel, et vous avez cru une menteuse pathologique plutôt que votre propre fille. Vous avez encouragé son comportement et vous avez participé à ce harcèlement. Voilà ce que vous avez encouragé. Voilà ce que vous avez défendu. » J'ai joint les deux fichiers vidéo, sonnet10h16.mp4 et allez10h18.mp4. J'ai ajouté une dernière ligne. Ne me contactez pas tant que vous ne serez pas prêt à vous excuser. Pas à moi, mais à la vérité. J'ai appuyé sur envoyer. Puis je suis allé dans mon téléphone et j'ai bloqué le numéro de Laura, le numéro de ma mère et le numéro de mon père. Les semaines suivantes ont été étranges. Le silence était absolu. Pas de texto en colère, pas de visite surprise, pas de drame. Au début, c'était déconcertant. Je continuais de vérifier mon téléphone, me préparant à une attaque qui n'est jamais venue. Puis j'ai commencé à me détendre. J'ai pris un nouveau client, la clinique de neurologie pour laquelle j'avais échoué au test. Ils avaient une autre ouverture et avec ma maison enfin vraiment calme, j'ai réussi leur nouveau test avec un taux de précision de 100%. Mes revenus ont augmenté de 30%. J'ai commencé à dormir toute la nuit. Les migraines qui m'avaient tourmenté pendant des années ont commencé à s'estomper, devenant moins fréquentes et moins sévères. Je n'avais jamais réalisé à quel point ma maladie physique était liée au stress constant et écrasant de ma famille. Environ un mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Elle était manuscrite, de ma mère. Elle était longue, pleine de justifications et de clauses, mais tu dois comprendre. Mais enfouis dans le 3e paragraphe se trouvaient les mots que j'avais attendu toute ma vie d'entendre. Nous avons regardé les vidéos. Nous ne savions pas. Nous voyons maintenant. Nous sommes si désolés, Théa. Nous t'avons abandonné. J'ai posé la lettre. Je ne l'ai pas appelée. C'était un début, mais ce n'était pas une résolution. La guérison, si elle venait un jour, se ferait à mes conditions et à mon rythme. Ma vie est calme maintenant. Je travaille, je lis, je me promène. J'ai ma maison, mon sanctuaire, de retour. Mon réseau d'amis, longtemps négligé. J'ai entendu dire qu'elle avait dû trouver un vrai travail. La banque de maman et papa et la garderie gratuite de Théa étaient définitivement fermées. Elle est furieuse, mais sa colère n'a plus de pouvoir sur moi. J'ai ma paix. J'ai mes preuves. Et j'ai ma justification. Et il s'avère que cela vaut bien plus que l'idée brisée et toxique d'amour d'une famille.